Les 80 ans du débarquement de Provence et l'hommage rendu aux combattants africains, on en parle avec notre invité Martin Moore, historien et anthropologue spécialisé dans les armées coloniales et post-coloniales en Afrique de l'Ouest. Bonsoir et merci d'être avec nous. En quoi l'implication des combattants africains a-t-elle été si importante, si déterminante lors de ce débarquement en Provence ? Bonsoir, merci pour cette question. Je pense que en fait, on est sur plus qu'un deuxième front, on est sur un troisième front qui va s'ouvrir. On a le front de Normandie, on a le front de l'Est, dont on ne parle pas beaucoup, mais qui est ouvert en juin 1944 par l'armée russe. Et on a ce troisième front qui consiste à prendre en tenaille l'armée allemande. Et en août 1944, le 15 août 1944, l'enjeu fondamental pour cette armée B, qu'on va appeler ensuite la première armée, c'est de conquérir les ports de Marseille et de Toulon, qui sont des ports en eau profonde et qui permettent donc aux bateaux de se rapprocher et de ravitailler un petit peu le reste de la métropole. D'un point de vue géopolitique, il y a plusieurs enjeux pour la France, mais ce débarquement et cette remontée après de toute la vallée du Rhône, puis du Rhin, puis l'arrivée en Allemagne, ça permet véritablement à la France en fait de s'asseoir à la table des vainqueurs. C'est le général Delattre de Tassigny qui deviendra maréchal, qui signe l'armistice le 8 mai 1945. Donc en ce sens, l'apport des troupes coloniales, que ce soit d'Afrique du Nord ou d'Afrique occidentale, mais aussi d'Afrique équatoriale, du Pacifique et des Antilles, est fondamental. Quels étaient leurs profils? De quels pays africains étaient originaires ces combattants? Alors, beaucoup d'Afrique du Nord. L'Algérie est très largement représentée. Fin 42, il y a plus de 130 000 Algériens qui sont dans l'armée française. D'Afrique occidentale, c'est presque 80 000 tirailleurs, les fameux tirailleurs sénégalais, qui n'est pas que du Sénégal, mais de toute la sous-région. Beaucoup du Mali, de Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Burkina Faso aussi, et du Niger. Mais grosso modo, de toute l'Afrique occidentale française. Je pense qu'à la fois, il y a ces enjeux panafricains, afro-africains, en fait, où on a toute une série de personnages importants. Je pense à Ahmed Ben Bella, donc futur premier président algérien. On a Joseph Issoufou Kolombo, premier ministre de la Haute-Volta, qui deviendra le Burkina Faso, qui participe à ce débarquement. On a quelqu'un comme Hassan Sek, un personnage de premier plan aussi, un ministre sénégalais. Donc voilà, il y a la question de cette mémoire panafricaine, si on peut dire, avait été initiée par Abdoulaye Wade en 2004 avec une journée du tirailleur sénégalais. Il y a aussi un enjeu qui est plus franco-français dans la composition de ces troupes. C'est pour ça que ce débarquement il est assez fondamental parce qu'il permet vraiment d'aborder plusieurs récits et c'est plusieurs portes d'entrée vers l'histoire. Alors, Martin Moore, vous dites ce débarquement était essentiel, mais à l'automne 1944, un retrait des tirailleurs africains est opéré. On parle alors de blanchiment de l'armée. De quoi s'agissait-il précisément ? Tout à fait. Alors, le blanchiment de l'armée, de la première armée, c'est une hérésie stratégique et ça se comprend dans une volonté politique de la part du général de Gaulle de vouloir intégrer ce qui est la résistance intérieure, qui est très largement communiste, en fait, dont de Gaulle redoute que ça pourrait déborder le pouvoir fragile du gouvernement provisoire de la République. Et donc, il fait ce choix de retirer des tirailleurs sénégalais. C'est presque 20 000 tirailleurs sénégalais qui vont être retirés, qui vont être cantonnés dans les camps du sud de la France, donc Fréjus, Saint-Raphaël, au détriment de ces résistances, de la résistance intérieure, et ce qui est une hérésie stratégique, parce que guerrière, militaire, parce que ces hommes avaient combattu depuis 2 ans, 3 ans, et ils étaient parfaitement entraînés, et donc ça entraîne une espèce d'humiliation vis-à-vis de ces soldats. Le président Emmanuel Macron a souligné le rôle joué par l'armée d'Afrique lors du débarquement de Provence. La part d'Afrique en France est aussi ce legs qui nous oblige, a-t-il dit. 80 ans plus tard, peut-on dire que la France a complètement réhabilité la mémoire des Africains morts pour sa liberté ? Je pense que Emmanuel Macron fait un petit peu ce qu'il peut. On se rappelle de Jacques Chirac qui avait enfin décristallisé les pensions, donc presque 60 ans après le fait que ces pensions, donc ce que l'État français devait à ses anciens combattants, a été gelé en 1959. François Hollande a procédé à une naturalisation. Emmanuel Macron
une naturalisation de 28 anciens combattants, il me semble. Emmanuel Macron a donné le nom, a permis que 100 noms soient donnés. Donc on a des petits gestes comme ça. Il me semble qu'il faudrait qu'il y ait peut-être une politique mémorielle qui soit un peu plus pérenne de la part de l'État français, qui ne soit pas au gré de coûts un petit peu, qui ne soit pas dépendant de contexte géopolitique, mais qu'on ait un investissement un peu plus massif dans la recherche, dans des bourses, dans la facilité d'octroi de visa pour des chercheurs africains qui viendraient en France. Voilà, qu'on sorte un petit peu peut-être de ce domaine réservé du président de la République pour qu'on ait une politique mémorielle qui englobe un peu plus la nation. Mais il a raison de dire qu'effectivement, c'est un legs qui engage toute la nation française. Alors, Martin Moore, certains événements liés à cette période continuent de susciter la controverse. Récemment, le débat autour du nombre de victimes lors du massacre de Thiaroye au Sénégal a ressurgi. Derrière cette commémoration, y a-t-il des actes concrets en faveur des anciens combattants africains ? Alors là, sur la commémoration, je crois que la volonté de l'État français était de dissocier un petit peu Thiaroye du débarquement de Provence. Il me semble qu'il y avait même des lycéens qui étaient originaires de Thiaroye qui étaient là. Le dossier Thiaroye, c'est quelque chose qui clôture en fait l'année 1944. L'année 1944, elle commence avec la conférence de Brazzaville, qui est une manière pour De Gaulle de dire qu'il n'y a pas de perspective d'indépendance et que ces territoires resteront sous la tutelle coloniale. Elle se poursuit avec ce débarquement de Provence qui est le gros fait d'armes. Et en fait, elle se clôture avec ce massacre de Thiaroye. Ousmane Sonko, le Premier ministre sénégalais, a annoncé qu'il escomptait, qu'il mettait un comité sur place pour s'occuper de ces commémorations, qui souhaitait que le Sénégal soit souverain sur la production de son récit mémoriel. Et il me semble que c'est quelque chose d'important, cette volonté, cette parole, que chaque pays soit complètement autonome en fait, dans la production de ses propres récits. Enfin, la commémoration du jour est-elle l'arbre qui cache la forêt des tensions entre la France et certains pays africains ? Il y a effectivement, on n'est pas sans ignorer qu'il y a des tensions qui sont beaucoup plus complexes que cette commémoration, notamment entre les pays de l'AES, Mali, Burkina Faso, Niger, dont beaucoup de tirailleurs étaient originaires. Moi, ce que je retiens de cette séquence, finalement, c'est que à la fois Emmanuel Macron, comme Assimi Goïta, comme Ibrahima Traoré, comme le général Tiani, quitteront le pouvoir, et finalement que ce passé, il reste un passé commun entre la France et ses territoires ouest-africains, qui dépasse aussi un petit peu ces enjeux peut-être, ces enjeux de conjoncture géopolitique. Et il me semble qu'il faut essayer d'avancer de quelque manière que ce soit pour des mémoires qui soient plus apaisées, et ça passe aussi par des moyens, et notamment pour la recherche. Martin Moore, merci d'avoir répondu à nos questions au sujet des